Le plus dur d'une guerre comme ça, c'est pas de combattre. C'est, comme je l'ai vu à Anfréville, perdre des copains, faire un trou, les envelopper dans leur couverture, les mettre dans ce trou, et la première pétée de terre que vous mettez sur eux, ça... Quand j'y pense, ça me renoue les tripes encore. En Normandie, le 6 juin 1944, les bérets verts du commando Kiefer donnent l'assaut aux côtés des troupes alliées. Cette poignée de Français a reçu pour mission d'enlever les défenses allemandes de Ouistreham et Rivabella. Artisans de cette victoire, ils peuvent enfin rentrer dans leur pays qu'ils avaient quitté 4 ans plus tôt, en pleine défaite. En 1940, ils avaient 20 ans et la France s'effondrait sous leurs yeux. Après la Hollande, écrasée en 5 jours et la Belgique contrainte à capituler, une nouvelle percée allemande bousculait les plans des états-majors de Gamelin puis de Weygand. L'armée française se battait avec courage. Tenter de faire face à la Blitzkrieg, la guerre est claire. Mais nos blindés se révélaient incapables de tenir tête aux 10 Panzer divisions de Hitler et aux attaques aériennes. Les Allemands dévalaient vers la Loire avec une dérisoire facilité. Le gouvernement devait se réfugier à Tours, puis à Bordeaux, avant d'installer quelques semaines plus tard la défaite à Vichy. Le 17 juin, Pétain demandait l'armistice. Les Français chassés par l'exode se retrouvent loin de chez eux, sans abri, sans nouvelles, en plein désarroi. Ces images, les hommes du commando Kiefer ne les oublieront jamais. Ils refusent cette défaite qu'ils n'estiment pas avoir méritée. Ils rejettent le déshonneur qui l'accompagne. Ils choisissent de quitter la France et de rejoindre l'Angleterre qui poursuit la lutte. 27 avril 2004, 60 ans plus tard, les bérets verts qui ont débarqué le 6 juin embarquent pour une nouvelle traversée de la Manche, retour au Royaume-Uni. Ce vol doit les conduire à Achnacarry, un château au fin fond de l'Écosse, le centre de formation où ces 10 Français libres ont suivi pendant la guerre un des plus sévères entraînements qui soit, celui des commandos de marine. Tous les Français libres ont leur histoire. Certains ont passé par l'Espagne, certains ont traversé la Manche, certains ont fait presque le tour du monde pour pouvoir rejoindre l'Angleterre. Chaque passage vers la Grande-Bretagne est une aventure périlleuse sur fond de prison en Espagne, de nuit en mer, de transports clandestins. Certains de ces Français étaient marins, la majorité venait de Bretagne. Tous étaient très jeunes en 1940. Certains, comme Francis Guesnec, sortaient à peine de l'enfance. En 1939, j'avais 14 ans. Ce qui a pu m'inciter, c'est qu'on n'était quand même pas tellement loin de la guerre 14-18. Et on peut dire que presque dans chaque famille, il y avait eu quelqu'un de tué à cette guerre. On n'avait pas gardé de bons souvenirs des Allemands. Moi, personnellement, je n'admettais pas cette occupation. Je voulais à tout prix m'engager d'une certaine façon. En 1942, j'ai essayé de rejoindre l'Angleterre en m'évadant par l'Espagne, de Saint-Malo, parce que je suis originaire de Saint-Malo. En vélo, je suis arrivé à proximité de la frontière de l'Espagnol. J'étais arrêté par la police française. J'ai été mis en prison. Et lors d'un transfert, je me suis évadé. Cette évasion n'a pas été facile, car bien sûr, ils pensaient bien que la côte était gardée par les Allemands.
Nous avons pris une pinasse. La pinasse est une pinasse sardinière pontée à l'avant, quoi. Nous sommes partis en plein jour, donc nous avons embarqué dans la nuit à bord de ce bateau en prenant soin d'aller voler, enfin de prendre de l'essence aux Allemands pour pouvoir rejoindre l'Angleterre. Le matin du 7 avril 1943, et nous avons pris le large. Ce jour-là, je dis bien, il y avait une tempête. Elle nous a sauvés, elle aurait pu nous perdre. Elle nous a sauvés pourquoi? Eh bien parce que les Allemands ne sont pas sortis, les bateaux allemands ne sont pas sortis, l'aviation non plus. On a mis 53 heures. Donc, vous voyez, on a mis du temps. Voir que le pays était envahi par les Allemands, c'était pas gai, hein. Moi, j'ai voulu rentrer en Angleterre pour me bagarrer. En 1940, Londres est devenu le point de ralliement de tous ceux qui en Europe refusent la défaite, les Hollandais, les Belges, les Polonais, les Tchèques et bien entendu, les Français libres. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer les jeunes Anglais qui nous ont emmenés chez eux pour faire le thé avec des gâteaux. 2-3 jours plus tard, nous ont fait écouter la radio, radio britannique qui parlait en français, nous informant qu'un général français qui s'appelait De Gaulle, qu'on ne connaissions pas, reformait une armée à l'intérieur des îles britanniques afin de continuer la guerre sous le drapeau français auprès des Alliés. Les forces navales françaises libres, créées par De Gaulle au lendemain du 18 juin, vont attirer beaucoup de ces anciens marins. Le 14 juillet, nous avons eu la chance d'apercevoir le général De Gaulle, pas de lui parler, parce qu'il avait autre chose à faire que de nous prendre un par un. On a rencontré aussi l'amiral Muselier, qui est le premier amiral de la France libre, en fait. Et lui, qui nous a parlé assez longtemps, presque par moments, nous a encouragés, il nous a expliqué ce que la France libre voulait faire. Bien sûr, il n'y a pas de problème, nous sommes donc engagés dans la France libre. Au sein de la France libre, des unités combattantes voient peu à peu le jour. En mai 1941, un officier de marine, Philippe Kieffer, obtient l'autorisation de créer un corps de commando fusiliers marins. Il entreprend la formation d'une poignée de volontaires à l'heure où la guerre s'étend de l'URSS au Pacifique. Après un interrogatoire approfondi par les Britanniques, qui craignent l'infiltration d'espions allemands, les volontaires français voient leur situation régularisée. Ils sont alors autorisés à suivre un stage d'entraînement à Eastbourne en vue de tester leur aptitude au combat. Je me trouve dans un dépôt de la marine qui se trouve à côté de Portsmouth, le dépôt de Birakem. Et là, je sais qu'il y a quelque part un officier qui recherche des volontaires pour créer une brigade de corps franc. C'était le mot qui circulait, quoi. On a été volontaires à ce moment-là pour le commando. Nous avons vu le commandant Kieffer qui est venu choisir ces hommes parmi les volontaires qui venaient les commandos, là. Je crois que cet homme était très psychologue car il ne s'est pas trompé. À part un ou deux qui n'ont pas suivi, ces hommes ont tenu le choc. Donc il nous a emmenés à Eastbourne. À Eastbourne, nous avons été au numéro 10 commando interallié, où il y avait des Belges, des Polonais, des Hollandais, il y avait toute nationalité vraiment qui était alliée avec, y compris une section d'Allemands qui était là, qui était donc anti-hitlérien, qui faisait donc partie du numéro 10 interallié. On était déjà dans la marine, donc Kieffer recherchait dans un premier temps des marins, puisqu'il était marin lui-même. Et moi, je suis arrivé au commando comme ça, volontaire. Et puis un beau jour, on a dit, bon, ça va, vous partez, vous rejoignez le Pays de Galles, où le bataillon était en formation. Et donc en début 43, janvier 43, je me retrouve donc au 10 commando au Pays de Galles. Alors là, un pré-entraînement à Eastbourne.
Et puis au bout d'une dizaine de jours, direction camp de Knocknackery en Écosse. Alors on se tape 24 heures dans le train, nous arrivons à Spinbridge, la première gare qui est auprès d'Knocknackery, là. On met nos sacs dans le camion, puis bon, les 8 km qu'il y a de différence, on s'est parti à pied. Et direction le château. Voilà, la première marche, c'était celle-là. À 1 kilomètre du camp, nous entendons une magnifique musique là, écossaise, et on rentre au pas cadencé. Et c'est l'entrée au château d'Knocknackery en Écosse. Ces hommes des commandos n'ont pas l'émotion facile. Pourtant, tous ont marqué le pas, hésité un instant avant de retrouver ce parc et leurs souvenirs, vieux de 60 ans. Beaucoup d'entre eux reviennent ici pour la première fois depuis la guerre. En 1942, Knocknackery n'était pas aussi accueillant qu'il paraît aujourd'hui. Au loin, sur les collines, ils devaient affronter les intempéries, les nuits à la belle étoile, les exercices harassants, les marches interminables écrasées sous les sacs à dos. Certains préfèrent se rappeler le goût du whisky et du porridge, les chants gaéliques et leurs 20 ans. Ce château qui résonne encore de leurs pas cadencés, ils n'y pénétraient jamais. Ils étaient logés dans ces abris de tôle ondulée. À leur entrée au château, ils étaient accueillis par une rangée de tombes qui signifiait « Ici, on s'entraîne à balles réelles ». Les nouveaux venus comprenaient sans peine qui était sous les croix. C'était en principe des gens qui, ne respectant pas les consignes, qui étaient strictes quand même, les consignes à l'entraînement étaient strictes, en particulier quand on faisait de l'entraînement et qu'on faisait un assaut à balles réelles, par exemple, la balle réelle. Quand vous tirez à balles réelles, normalement, bon, si vous aviez une ligne à suivre, par exemple, il ne s'agissait pas de la dévier puis d'aller se promener à droite à gauche. Sur chaque tombe, il y avait le motif pour lequel le camarade s'était fait descendre. Les rares habitants de la région avaient vite fait de se tenir à l'écart des terrains d'entraînement. Les collines sauvages du Loch Ness, avec leurs rafales de vent et de mitraillettes, avaient mauvaise réputation. On y est arrivé dans un état physique, disons, pas pour une très grande forme. On sortait quand même on avait été embarqués longtemps, tous plus ou moins. Et alors là, on est ressorti un mois après. Alors on avait une forme extraordinaire. Dans ce camp d'entraînement, c'est pas l'entraînement d'un petit fantassin. Hein. Jamais les mains dans les poches, on ne marche pas, on court tout le temps. C'était dur hein, physiquement, c'était très dur. Moi j'ai eu peut-être un peu de chance parce que je faisais de l'athlétisme avant. Mais certainement que celui qui en fait n'avait pas l'habitude de faire les marches rapides, même les grandes marches, hein, c'était quand même vraiment dur. Hein. Les hommes de Kiefer sont les premiers volontaires étrangers à pénétrer dans cette école des commandos anglais réputée pour ses entraînements impitoyables. Les instructeurs britanniques leur mènent une vie très dure. À partir du moment où vous sentez la forme arriver, c'est de moins en moins difficile. C'est difficile quand vous n'êtes pas physiquement et on désire de le faire, ça évidemment. Mais à 20 ans, la forme arrive rapidement. Hein.
Surtout que là, quand même, malgré tout, vous êtes tenu à un régime, si on peut dire, rigoureux, dans le sens que là, il n'était pas question d'aller le soir au bar pour prendre une pinte ou deux, etc. Là, non, là, c'était... on était tellement morts de fatigue on pensait qu'une chose, c'était aller se coucher. Et les nuits étaient courtes. Après plusieurs semaines d'entraînement intensif, commence la sélection. Pour espérer décrocher son béret vert et intégrer le commando, les recrues doivent réussir une marche éliminatoire de 7 miles, soit 12 km, un sac de 30 kg sur le dos. Ces marches doivent se faire dans l'heure ou inférieure à l'heure. La première fois, si vous n'y arrivez pas, vous appelez Froggy, ça veut dire mangeur de grenouilles. La deuxième fois, c'était Return to Unit, ça veut dire retour à l'unité. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais le béret vert. C'est terminé pour vous, le béret vert, adieu. 1, 2, steady boys. Steady, 1, 2, 1, 2. Come on to the right over there. Come on, the others. Come on, 1, 2, 1, 2. 1, 2, off you go, off you go. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Very good, very good. Kick it up. Come quicker, the first one up to the end. Come on, off you go, off you go. Very good. Et on ne pouvait pas sortir du baraquement sans écouter un moniteur anglais, un entraîneur anglais qui hurlait « quick march ». Il fallait courir tout le temps. Si on sortait, il fallait courir. Ça faisait aussi partie du jeu, ça. Il fallait toujours être sous pression et puis ça devient aussi une habitude. Vous n'avez même plus envie de marcher, vous courez. C'est mieux vous dire que c'est pas du gâteau. Vous avez des parcours tout faits où vous rencontrez toutes les difficultés, aussi bien sauter un mur que monter à la corde, que sauter dans un trou plein de boue, se traîner en dessous des fils de fer barbelés. Enfin, c'est quelque chose de très, très éprouvant, quoi. Very good. Stop running, boys. Stop running, stop running. Come on, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, off you go. Off you go. Steady, 1, 2, 1, 2. Come on, the others. Come on, 1, 2, 1, 2. 1, 2, off you go, off you go. Come on, off you go, boy. Jump, very good, very nice, very nice. Come on, next one. Next one, jump, very good. Good, how many more, 2 more, come on. Jump, yes, come on, mind the branch, come on. You're to the branch, jump on there, cross over. Now cross over, hold your gun. Come on, lads, come on, boys. 2, 3, go, run. Off you go. Come on, boys. Down. Come on, faster, off you go. Come on, you French frog. On you go. Come on, boys. Keep your head down, keep your gun down. Come on, boys. Come on. Stand up, boy. Stand up and run. Now, on you go. Stand up now and run. Run off. Come on. Come on, boys. Climb up that net now. Come on. On you go. Come on. Put your legs up. Put your feet. Wait. Come on. Up. Come on, you on the right, colleagues. Now jump, you. Come on. Be careful now. Come on, jump, run. On you go. Jump, ready to jump. Now jump. Come on, boy. Jump. Come on, Fred. Run. On you go. Come on now, boy. Come on. Now what do you think you're doing? Come on, jump from down there now. Come on. Jump. Off you go. C'est pas seulement physique, mais il faut avoir ça dans la tête, vous voyez. C'est l'école de la vie, ça, vraiment l'école de la vie. Il nous obligeait, en somme, à nous dépasser en permanence. C'est le but de la manœuvre, c'est ça. Tout on fait pour arriver. Si vous voulez arriver au summum, il faut vous dépasser tout le temps. Et de vous-même, si vous n'avez pas quelqu'un derrière qui vous botte les fesses, vous avez du mal à y arriver. Et ça fait aussi partie du jeu, ça vous gonfle. Si vous avez des commandements mous, etc., ça vous entraîne pour aller les faire ou à les faire mal. Tandis que là, quand vous avez en face de vous un major qui vous commande au garde à vous, en avant, etc., là, vous y allez facile. Hein. Go, on we go, come on.
On you go. 1, 2, 1, 2, 1. On you go. 1, 2, 1, 2. Turn round. I said harmonies. Come on, harmonies. Up you go, up you go. That's right, that's correct. Come on, you broke stop. 1, 2. On you go. 1, 2. Higher the knees. Porter le béret vert en Angleterre est une fierté. Aussi bien britannique que français, on avait tous la fierté de porter un béret vert. À un tel point que certains officiers de certaines armées différentes nous saluaient dans la rue. Ils savaient ce qu'étaient que les bérets verts. Les bérets verts étaient des troupes d'élite qui qu'un jour ou l'autre, iront au combat. Un jour enfin, pour ceux qui ont satisfait à toutes les épreuves, il est temps de recevoir le béret, signe distinctif et fierté des troupes d'élite. Un honneur qui se paye cher. Hitler, fin 1942, a ordonné d'abattre tout membre des commandos faits prisonniers. Kiefer a atteint son but. Sa compagnie entreprend ses premiers raids sur les côtes de France. Il est devenu une figure charismatique pour ses fusiliers marins commandos. On l'admirait, Kiefer. C'est un homme qui faisait les 7000, comme ses hommes, faisait le même entraînement, aussi bien que Trépel, qui était son adjoint. C'était des hommes que nous avons beaucoup d'admiration. Tous nos officiers, c'était des meneurs d'hommes. Parce que ce que nous faisions, ils le faisaient. L'entraînement était le même pour eux que pour nous. 60 ans plus tard, le meilleur souvenir des bérets verts de Kiefer date toujours du printemps 44. C'est l'espoir de revoir enfin la France. L'invasion se prépare sur la côte écossaise. Le débarquement de Normandie se répète fiévreusement dans le plus grand secret. Nous sommes partis à Nairn en Écosse, où pendant une semaine nous avons appris à débarquer, rembarquer, débarquer. Au bout d'une semaine, ça débarquer, rembarquer dans l'eau de mer, on sentait la marée un peu. Hein. Le 25 mai 1944, nous avons rejoint le camp de Titchfield, où là nous avons été un camp où nous étions au secret. Où nous étions donc gardés hein, d'une part deux rangées fil de fer barbelés avec un no man land et des vigiles qui étaient des soldats américains de l'époque qui avaient ordre de tirer pour le premier qui essaierait de sortir de ce camp. Mais là, nous avons été au courant de tous les plans du débarquement. On nous faisait étudier la côte. On ne savait pas où on devait débarquer, mais on nous donnait un petit morceau de papier avec une espèce de ruine de maison, tout ça, là. On sentait, il y avait une pression, puis on était fait pour ça un petit peu. Personnellement, je n'ai pas reconnu la côte, mais nous avions des Havrais parmi nous qui ont vite reconnu le canal de l'Orne, l'Orne elle-même, bon, les berges de la Seine. On dit voilà, on débarque à Ouistreham. Comme tout était en nom de code, parce qu'il n'y avait pas de nom de ville où on avait débarqué, Lord Lovat et le colonel Dawson, qui ont vite été mis au courant que les Français savaient où on débarquait, ont demandé à ce que nous ne divulguions pas le lieu à nos camarades britanniques, car les fuites pouvaient toujours sortir de ce camp, malgré toutes les précautions. Et nous, les Français, donc, nous avons su où nous allions débarquer. Quand on a bien étudié ça, on nous a dit, bon, maintenant, on va certainement partir bientôt, hein, on va partir assez rapide. On devait débarquer le 5, mais on savait que c'était retardé. Il arrive le 5, Lord Lovat a rassemblé toutes les troupes du camp. Il a fait un discours en anglais à tous ces soldats britanniques de la première brigade qui étaient là. Et il a fini en français, monsieur les Français, demain les Boches, on les aura. Peut-être de 13 heures, je dirais, 13 heures. On nous a embarqués à bord des camions pour nous rendre à Warsaw, à l'entrée de la rivière Humble. Le 5, alors que nous étions à bord de ces camions bâchés,
On essayait de voir ce qui se passait. Ce que je me rappelle, s'il n'y avait qu'une seule route, une route qui se dirigeait vers la mer, où de chaque côté de cette route, là, il y avait des véhicules militaires qui attendaient pour prêts à partir. On savait très bien où on allait. Hein. Non. D'ailleurs, on était fait pour ça. 5 juin 1944. 200 000 véhicules s'apprêtent à traverser la Manche. Plusieurs dizaines de milliers de soldats alliés embarquent dans les ports anglais à destination de la Normandie. La formidable armada se prépare à appareiller avec à son bord les 177 hommes du commando Kiefer. Vers 4h ou 5h, on a embarqué en présentant notre billet pour monter à bord des 2 barges LCS Moll, la 523 et la 527. Avant d'embarquer, on a demandé aux membres du commando de rédiger leur testament et d'indiquer la personne à prévenir en cas de disparition. Le quartier général a prévu plus de 50% de pertes dans leur rang. Vers 5h30 du soir, nous avons pris le large pour aller se rassembler autour de l'armada. C'était immense, une immense armada autour de l'île de White, qui avait pour nom de code Piccadilly Circus. Nous avons eu un message par flag qui nous souhaitait bonne chance, que Dieu vous garde. C'était le roi d'Angleterre et les Churchill qui ont envoyé ce message. On était presque en queue de convoi, puis toute la nuit, eh bien, nous avons tourné et puis nous nous sommes retrouvés prêts à débarquer, quoi. On est arrivé pour débarquer à 7h30. Après ça, nous sommes montés sur le pont, vérifier vos armes, vos chargeurs, les grenades, si elles étaient bien amorcées, ainsi de suite, là. Et là, nous avons aperçu la terre de France. Alors là, c'est l'émotion. Pour beaucoup d'entre nous qui avaient quitté la France 4 ans plus tôt, voir cette côte de chez nous, où nous allions mettre le pied à terre, c'est une émotion que vous ne pouvez pas décrire. Elle est la nôtre, elle est au fond de nous et tout le monde est pareil, on a tous cette émotion-là. Toute la nuit, leurs engins de débarquement ont glissé silencieusement à travers la Manche, tous feux éteints. Désormais, le petit jour dévoile leur présence aux Allemands. Je vous avais dit, peut-être, vous voyez, le travail que vous avez à faire, là, il n'y en a peut-être pas 10 d'entre vous qui reviendront. Celui qui ne veut pas partir, qui vienne me voir, j'en voudrais pas. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. J'ai trouvé que mes camarades avaient beaucoup de courage. Je ne sais pas s'ils avaient le même, mais ils en avaient beaucoup. Et j'étais fier d'être parmi eux. Le mur de l'Atlantique est en vue. Depuis 5h40, les bombardements aériens et l'artillerie de marine pilonnent les batteries allemandes. Tous mes camarades n'ont pas l'air d'avoir peur. Moi, j'ai une petite appréhension quand même. J'ai pas peur, mais
Il y a l'appréhension quand vous avez fait un truc comme ça, parce que vous vous rendez compte que l'artillerie, ça vous passe au-dessus de la tête, les et là commence, bien sûr, l'artillerie allemande qui vous tire autour de la barge. Ça éclate de tous les côtés. Malgré leur importante préparation d'artillerie, les Alliés ne sont pas parvenus à entamer sérieusement les défenses allemandes. Les barges qui approchent de la côte doivent affronter un violent tir de barrage. Colonel Dawson, qui commandait le numéro 4, nous a laissé l'honneur de débarquer les premiers. Il dit, monsieur les Français, rentrez chez vous les premiers. Et là, nous avons débarqué une ou deux minutes avant eux, avant le numéro 4 commando. Le 6 juin 1944, c'est ici que les 177 Français du commando Kieffer ont débarqué. Il était 7h20 du matin et nous étions entièrement à l'extrémité est du dispositif de débarquement. On avait pour mission de prendre le blocos en face, là. Malheureusement, la 527 a pris un éclat d'obus en plein à l'avant-gauche. Tous les officiers ont été blessés. Et il y a eu un ou deux tués. Et même Kieffer a été blessé. À 100 mètres des dunes, peut-être. Donc on était à découvert, hein. Il a fallu couper les barbelés à la cisaille. Et pendant ce temps-là, tout le monde attendait sur la plage et les Allemands arrosaient, quoi, hein. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a eu des morts, puis il y a eu beaucoup de blessés sur la plage. Sur la zone de débarquement de Colville, les canons allemands de 105 mm sont intacts. Les Allemands résistent derrière leurs fortifications bétonnées, à l'abri de leurs champs de mines, des barbelés et des mitrailleuses. La troupe 1, donc, qui était Kieffer, avait pour mission de prendre le casino. Nous, la troupe 8, nous avons pour mission de prendre toutes les défenses par l'intérieur. La tâche était plus facile car on a fait des attaques dans les dunes. C'était pas un petit combat, hein, c'était quand même les plages qui étaient minées, des barbelés partout. Hein. Voilà, oui, c'était pas facile. Chacun a fait son boulot. Hein. On a foutu les blocos, tout ça en l'air, comme on a trouvé, quoi, hein, puisque on ne nous avait pas fait un plan, les Allemands ne nous avaient pas fait un plan avant de débarquer. Hein. C'est à nous de chercher les plans.
Les commandos s'emparent de la plage et pénètrent dans Ouistreham. Ils croisent des habitants surpris dans leur sommeil par le choc des bombardements. Et vers 7 h du matin, il y a eu une petite accalmie. Et on entendait des pas sur la route, comme une troupe. Et on a vu des soldats qui passaient, qui étaient barbouillés noirs. Bonjour, bonjour les gars. Et ils nous ont un peu... Enfin, on ne savait pas qui c'était. Hein. On leur avait dit qu'il n'y avait plus personne. On est donc sortis avec mon beau-père vite fait. Et ils nous ont parlé en français. C'était donc le commando Keffer qui passait. Ben, on avait le cœur gros de les voir quand même. Hein. C'était une satisfaction quand même de voir des Français arriver là. On ne s'y attendait pas de toute façon. Hein, parce qu'on n'avait quand même pas été brillants à une époque. Hein. Ça faisait plaisir de les revoir. Malheureusement, il y en a qui sont restés malheureusement. Allez. Le commando Kiefer a perdu 66 hommes, dont 10 tués. La section à laquelle j'appartenais a été une des premières à arriver à la gare du petit train de Ouistreham. Et en fait, on a fait 2 km 500 pour ainsi dire, sans rien voir. On n'a pas vu d'Allemands, on a avancé comme ça. Et nous sommes allés vers notre objectif. Et quand le travail a été terminé, enfin ce qui nous était assigné, quand on est revenu, on a voulu revenir par la même route. À ce moment-là, le restant de la brigade avait débarqué à peu près 1 heure après. Et sur cette route de Lyon, il y avait énormément de morts et de blessés. C'est-à-dire que nous, on a passé les premiers, on n'a rien eu. Et ceux qui sont arrivés après ont été touchés, quoi. De son côté, Kiefer, au mépris de sa blessure, a repris son commandement avec l'aide d'un char. Il lance l'assaut contre le casino de Ouistreham, fortifié par les Allemands. Ouistreham a été libéré vers 11h30 du matin. Ensuite, nous sommes retournés sur nos pas car nous avions des sacs qui pesaient entre 30 et 35 kilos que nous avions laissés en haut de la place dans les vieilles colonies de vacances. Nous sommes retournés du point de départ, rechercher nos sacs, où là, nous sommes fait mitrailler par 2 avions allemands. C'est les 2 seuls que j'ai vus le 6 juin, qui mitraillaient un peu dans tous les azimuts. Aucun de nous n'a été touché, tant mieux d'ailleurs. Et bon, et là, nous avons pris ensuite un peu de ravitaillement, rechargé nos chargeurs avec les boîtes de munitions que nous avions, et on a pris la route vers l'intérieur, donc en passant par Colville village, ensuite Saint-Aubin d'Arconay, et nous sommes arrivés à Bénouville, un peu avant le pont, là, et nous avons traversé ce pont vers les 5h de l'après-midi, 4h30, 5h de l'après-midi. C'est-à-dire que le soir du 6 juin, nous étions à 12-13 km dans les terres. Alors nous étions venus pour 4 jours. Au fait, on est resté près de 3 mois, car quand n'étant pas libéré, il fallait tenir coûte que coûte la tête de pont qui tenait les ponts de l'Orne, le pont de l'Orne et du canal. Il fallait garder ces ponts. Hein. Quand l'Orlovat s'est fait blesser, le 10 juin, il nous a dit, messieurs, je compte sur vous pour tenir coûte que coûte. Nous sommes restés 78 jours en première ligne, sans relève. Quand on avait fini la campagne, 24 d'entre nous
n'ont pas été touchés sur les 177. Et nous avons fini la guerre à Saint-Maclou, qui se trouve rue de Beuteville, dans l'Eure, parce que les Allemands passaient donc la Seine. Et là, nous avons été rapatriés en Angleterre. La campagne de Normandie était terminée. Dès l'automne, le commando est de retour sur le continent. Après la Normandie, il mène des opérations en Hollande, multiplie les raids et les patrouilles le long de la mer du Nord pour protéger les armées alliées qui progressent vers le Troisième Reich. Au lendemain de la victoire, le 18 juin 1945, le 1er bataillon de fusiliers marins commando remonte les Champs-Élysées. Il défile du ministère de la Marine à l'Étoile, sous la conduite de son chef légendaire. Kieffer en tête, le premier suit la plage avec Lofi, ainsi de suite, ce sont des gens... Ah oui, c'est pas de dire allez-y les gars, hein. Non, non, ils étaient là. Il nous a étonnés, il ne faut pas oublier qu'il a été blessé sur la plage, il a eu un éclat à la cuisse, il a été blessé, j'étais 20 mètres devant lui à peu près. Cet homme s'est remis debout, a repris le commandement, a procédé à l'attaque, entre autres, du casino. Voyant qu'il y avait des problèmes, est allé chercher un char. Ce char est monté sur le char, il est arrivé en face du casino et bon... je n'ai pas vécu cette période précisément, puisque j'étais un petit peu en retrait, mais moi, je veux dire mon chapeau, c'est sûr. Hein. Mai 2004. Minute de recueillement au mémorial de Spinbridge, en Écosse, autour du monument élevé en hommage au commando. Dans la mémoire de ces survivants, combien d'images poignantes, de noms, de visages de frères d'armes, dont le sacrifice a contribué à faire du 6 juin une date historique. C'est devenu un moment historique maintenant, là. Mais vous savez, très longtemps, même après ce que nous avons fait, on ne s'est pas rendu compte de ce que nous avions fait. Tout le monde est retourné. Le 5 juin, c'était un travail comme un autre. Hein. On allait en France, on était contents parce qu'on est rentré chez nous. Quand on est revenu, les conversations étaient difficiles entre ceux qui étaient restés et nous. Nous n'avions pas vécu la même chose, ce qui fait qu'on s'est retrouvés tous un petit peu isolés. Bon, les Français libres n'étaient pas en nombre par rapport à tous ceux qui rentraient. Il faut oublier, il y avait 1 800 000 prisonniers de guerre, je crois, qui rentraient, hein, plus les déportés. Le gouvernement de l'époque, en fait, ne nous a pas aidés. On nous a laissé vraiment tomber, hein, débrouillez-vous. Hein. Ça a été comme ça. Hein. La plupart des gars de chez nous, vraiment, ça a été la galère dans les mois, les 2 ou 3 ans qui ont suivi. Hein. Beaucoup n'avaient pas de métier, ou mon cas était encore à l'école, donc tout était à recommencer. La guerre était terminée, j'avais juste 20 ans et j'avais rien du tout, hein, pour me trouver dans la vie civile. On a fait ce qu'on devait faire, on était volontaires. On nous a donné à réfléchir avant. Hein, voilà, vous allez avoir du dur. Tout le monde ne va pas revenir, hein, loin de là. Mais personne n'a jamais... Je ne vois pas que... Hein, non. Il n'y a pas de raison d'être un héros. On voulait virer les Allemands, et puis c'est tout. Hein. Voilà ce qu'on avait dans la tête, hein, c'est vrai. On n'était pas venus là pour dire « moi je suis un héros », non. Oh non, les héros, ce sont ceux qui sont restés, hommage à ceux qui sont tombés. Hein. Bah non. Non, sûrement pas. J'ai la chance, en fait, d'avoir fait ce que je voulais faire. Et j'ai pas été blessé, j'ai rien eu, donc je n'ai pas payé trop cher. Je pense à ceux qui sont tombés à 20 ans, qui ont donné leur vie pour notre liberté. Hein. Parce que
La liberté coûte cher en vie humaine. Hein. Puis j'estime que c'était normal que nous, Français, on soit volontaires pour débarquer, même si on était peu nombreux. Il n'était en effet que 177 volontaires français, tous unis par le goût du risque et le sens du devoir, au milieu de 130 000 soldats alliés. En 1944, leur courage a contribué à la victoire et préservé l'honneur des Français. Aujourd'hui, ils demeurent un exemple pour leurs successeurs, les commandos fusiliers marins. Ils leur ont donné la leçon d'énergie et de volonté de ceux qui n'abdiquent pas.